Si vous avez peur d'écouter le diagnostic fait par votre médecin, alors passez votre chemin. Sinon, restez avec nous pour l'analyse au scalpel de la société française dans un ouvrage intitulé « Français, ouvrez les yeux » de Driss Ghali, qui est diplômé des grandes écoles à Centrale Paris, à l'EDEC, et puis aussi spécialiste des relations internationales. Il intervient notamment au Brésil, au Maroc et bien évidemment en France. Il est avec nous sur TV Liberté. Bonjour Driss Ghali. Bonjour. Alors dans cet ouvrage, plus que le déclin, vous dessinez avec certaine cruauté mais aussi lucidité la métamorphose de la France et de son peuple. C'est en sorte un constat d'un suicide français, pour reprendre le titre d'un ouvrage à succès. Oui, bien sûr, il y a du suicide, mais il y a aussi... Enfin, dans le suicide, il y a la mort. Là, je ne parle pas de la mort de la France. Je parle de sa métamorphose, c'est-à-dire on est dans une transition de genre. C'est le même corps, le même esprit, la même âme, mais on va changer les traits, le caractère, la personnalité. La France restera toujours au même endroit, mais elle sera différente et rabaissée. C'est au-delà du suicide. On est dans une métamorphose qui est assumée, qui est aussi inconsciente. Tout le monde fait semblant que tout va bien. Et les choses se passent naturellement, mais implacablement. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous faites preuve d'une certaine radicalité dans l'ouvrage? Je vais faire preuve dans ma question, et vous m'en excuserez, d'une certaine radicalité, parce que vous affirmez, et vous le dites, vous êtes marocain et musulman, étranger, immigré, élevé à l'ombre de la culture musulmane. Et ma question, elle est difficile, mais elle doit être posée. Quelle est votre légitimité, finalement, pour parler de la société française? Alors, radicalité, il faut faire attention aux termes aujourd'hui, parce que quand quelqu'un dit la vérité, on le nomme terroriste. Aujourd'hui, tout le monde est dissident. Il suffit de dire la vérité, vous êtes déjà membre d'une secte ou vous êtes mis en tôle. Donc, je ne suis pas radical, je suis sincère. Et c'est une époque où être sincère est très mal vu. On change toujours les termes aujourd'hui. Hein. Tout ce qui est bien, on le traduit en mal. Quelle est ma légitimité? Ma légitimité, c'est que d'être humain, la vérité n'a pas de race, ni de couleur, ni de confession. La vérité de la métamorphose de la France doit être dite. Et s'il y a des Français pour le dire, tant mieux. Si c'est des Sénégalais ou des Tchétchènes, tant mieux. Et soyez sûr qu'il y a des gens autour du monde qui sont aussi tristes que moi de ce qui arrive à la France, de ce qu'ils voient à la France. Vous avez des amis partout, et notamment dans le monde musulman. Et la France est un bien de l'humanité. C'est un bien immatériel de l'humanité. Il faut que tout le monde, il faut que les Français en soient les gardiens, mais le monde entier est gardien dans un sens de la francophonie de la civilisation française. Et si la France sombre, moi en tant que Marocain musulman, moi je perds un phare. C'est pas mon phare, parce que je regarde aussi en direction de la Mecque et de Jérusalem, mais je regarde aussi en direction du Japon, de la Chine, parce que la Renaissance chinoise nous apprend beaucoup. On peut être au fond du puits et renaître. Je regarde du côté des États-Unis. Enfin, il y a des pôles de lumière dans le monde. Il y a des sources de lumière, et je ne peux pas vivre dans un monde où la France s'est éteinte. On perd une référence. La France a des choses uniques, et c'est dommage de les perdre. Notamment, je vais être très rapide, le fait que vous arrivez à concilier l'inconciliable, une grande redistribution, c'est-à-dire beaucoup d'impôts pour donner aux pauvres, et une grande innovation. Et une belle économie. Ça, je ne connais pas de pays au monde qui arrive à faire ça. Les Américains créent beaucoup de valeur, mais ils ne redistribuent pas. Les pays du Golfe aussi, c'est pareil. Et vous arrivez à faire les deux. Vous faites le rafale et vous distribuez de l'argent. On tente. Entrons dans le vif du sujet. Vous parlez pour la France d'une révolution en marche. Vous dites que c'est la troisième révolution française. Bon, la première, 1789. Vous dites que ça a remplacé Dieu par les Lumières, 1968. Vous dites que ça a remplacé le devoir par le plaisir. Oui. La troisième révolution française, elle vise qui? Elle vise quoi et à quoi? Eh bien, elle remplace le français par un homme nouveau. Un homme nouveau qui est soit un immigré qui arrive en France et qui ne se sent pas comme un gardien de ce qu'il a trouvé. Il n'est pas du tout lié au pays qu'il a adopté, où il a été accueilli. Donc il continue à vivre comme au Maroc, comme en Algérie, comme au Sénégal. Voire il s'américanise à vitesse grand V. Moi je suis impressionné par les très belles demoiselles d'origine africaine qui portent le voile avec Nike. Ça c'est la Révolution française, la troisième Révolution française. On va en parler de ça. C'est un homme nouveau, une femme nouvelle, voilà. Et vous avez des Français de souche, parce que le sujet concerne d'abord et avant tout les Français de souche, qui deviennent des étrangers dans leur propre pays. C'est-à-dire qu'ils vont à Notre-Dame, ils ne se sentent pas chez eux. Ils vont au Louvre comme des touristes. Ils regardent un menu d'une brasserie comme des touristes. C'est-à-dire qu'ils ne connectent pas, leur sensibilité ne se connecte pas
au pays dans lequel ils vivent. Ils sont américanisés, ils sont dans la consommation, ils sont déclassés d'un point de vue de l'excellence. Ce pays était le pays de la méritocratie. Là, on ne fabrique plus de France, c'est-à-dire on ne fabrique plus d'êtres humains qui ont envie d'y arriver, de monter dans l'échelle sociale par la méritocratie. En gros, on fabrique des êtres humains qui soient d'origine étrangère ou française de souche, qui ne se sentent pas du tout en loyauté par rapport à ce pays. On est dans un hall de gare. Monsieur Attali a exaucé sa prophétie, finalement. La démission du peuple français, oui. C'est de ça que vous parlez, et selon vous, synthétisée, on va faire le plus clairement possible, par plusieurs renoncements. Oui. Et tout d'abord, l'absence de puissance qui signifie à vos yeux l'asservissement, la fin de la souveraineté. Puissance et souveraineté sont liées. Oui, il y a juste 100 ans, la France avait tellement de puissance qu'elle l'a déversée au fin fond de Madagascar ou de l'Indochine. Et sachez que il y avait un gouverneur français, on appelait ça un chef de cercle, dans un cercle de 300 km. Il faut voir, c'est ça la puissance. Un seul type, avec quelques goumiers, tirailleurs, il tenait une région entière. Là, on n'arrive même plus à tenir les environs de Paris. Alors qu'on est beaucoup plus riche. On a des drones, des gadgets, des forces de spéciales, on a tout. C'est ça le reflux de la puissance. C'est que la puissance est devenue un gros mot aujourd'hui en France. Et on fait l'éloge de la faiblesse. Et ça, c'est imparable, parce que le monde, malheureusement, est une savane, notamment les relations entre les peuples, et le monde ne reconnaît pas la faiblesse. Donc ça, c'est le renoncement à la puissance. Vous avez cet renoncement à la puissance qui se traduit magistralement par le projet européen, qui est une colonisation par Bruxelles, et de facto par un certain État profond américain. Mais vous avez aussi d'autres renoncements. Vous avez un renoncement au peuple français. Une démission démographique même. Mais c'est ça, vous dites en fait que le renoncement au peuple, c'est un peuple qui est soumis aujourd'hui à une guerre démographique. Et elle aboutit curieusement à un rift, oui, un fossé. Un fossé entre le peuple de souche et les immigrés. La France, finalement, pour vous, c'est aujourd'hui un pays, mais sont deux peuples, deux entités. Bien sûr. Vous avez deux peuples en formation en France. Je dis en cours de formation, pas encore peut-être intervenir sur le sujet. Il y a un peuple de souche. Quand je dis de souche, ce sont des Français et des gens assimilés. Il peut y avoir dedans des Cambodgiens, des Arabes qui sont assimilés à la culture française. Un marqueur, c'est le changement de prénom, mais pas seulement. C'est des gens qui jouent les règles du jeu et qui font des concessions à la France. C'est un verre de vin de temps en temps, c'est souhaiter joyeux Noël. Un verre de vin quand on est musulman. C'est pas une concession. Dieu reconnaîtra les siens. Mais pourquoi pas? Mais aimer la France, c'est être un tout petit peu moins musulman que ce qu'il faut. C'est ça le sacrifice que de moins en moins de personnes veulent faire. C'est un compromis. Compromission. Ah, vous savez, jugement dernier, on verra. Aujourd'hui, il faut de l'amour. Quand on parle de puissance, il y a aussi de la puissance sexuelle là-dedans. Il faut du désir. Si je désire la France, je fais ce qu'il faut. Quitte à dire à Allah, je ne vais pas suivre la charia, je vais faire des concessions à ma femme française, à mes amis français. C'est-à-dire, tout simplement, souhaiter joyeux Noël, ce que votre président ne vous souhaite même plus. Vous voyez ce que je veux dire? La vie est un compromis et l'absolu est le domaine des prophètes et des sultans et des rois. Donc, vous avez deux peuples en formation, vous avez un peuple de souche et assimilé, et vous avez un peuple immigré qui est largement travaillé par l'islam, parce que l'islam est une religion extrêmement puissante au sens de dynamique, mais aussi elle autorise la puissance. Jamais vous trouverez dans l'islam une apologie de la faiblesse où si on t'attaque, tu mets une bougie à la place de l'endroit où tu as attaqué. Voilà. Et il y a aussi dans l'islam une puissante remise en cause de la France. Et ça n'a pas besoin d'être écrit dans le Coran. Les gens sentent spontanément que l'islam est une antithèse de la France. Et donc vous avez des peuples d'Afrique, des immigrés d'Afrique, des immigrés du Maghreb qui s'assimilent. Ce que j'appelle le miracle français. Parce que normalement, il y a un grand racisme entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. L'Afrique du Nord a été esclavagiste beaucoup plus ou autant que l'Europe du temps du commerce triangulaire. Mais aujourd'hui, en France, vous avez des Africains qui deviennent musulmans et j'ai connu, moi récemment, des Congolais anciennement catholiques devenus musulmans, en banlieue. Donc vous avez deux peuples face à face
Et ce qui m'inquiète, c'est que demain, un de ces peuples va demander l'autodétermination. Et c'est normal. Ça vous inquiète, mais vous donnez quasiment une réponse. Vous dites en 2018, plus de 21% de la population française était immigrée ou de parents immigrés. Et vous faites un rapport avec, par exemple, le Maroc, que vous connaissez bien. Vous dites le Maroc, il compte 0,3% de population immigrée. Ce sont des chiffres publics qui sont interdits, bien sûr. Même la Turquie, qui est soi-disant le pays qui a accueilli le plus de réfugiés dans le monde, est à 3% environ. En fait, les Français ont joué avec le feu, et là on arrive au moment où il faut payer la facture. Il n'y a pas eu de principe de précaution pour le coup. Et l'Europe ? L'Europe aussi, bien sûr, l'Europe aussi. Vous dites que l'Europe kebab prend la place de l'Europe helléno-chrétienne. Les jeux sont faits. Ah, bon... Nous avons passé un certain point de non-retour. Il faut de toute façon trouver une solution pour gérer cette Europe, cette France multiconfessionnelle, multiraciale. Ça, la France des années 60, de Truffaut, tout ça, c'est terminé, malheureusement. Ou heureusement, parce que, je dis malheureusement et heureusement. Malheureusement, parce qu'on a perdu en diversité. Ce que les touristes chinois et brésiliens viennent voir en France, ce n'est pas la France kebab ou la France diversitaire. C'est la France d'Amélie Poulain. Pour payer 500 € une chambre d'hôtel dans Paris, un 3 étoiles, il faut qu'il trouve Amélie Poulain. Or, maintenant, il trouve... Moi, j'ai un copain brésilien, il m'a dit Paris est aussi africaine que Salvador. Est-ce qu'il va vouloir payer 500 € la nuit d'hôtel? Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Nous avons déjà passé un cap. Par contre, là, on peut encore arrêter le train dans lequel on est embarqué, c'est en arrêtant l'immigration. Et en redonnant un dynamisme démographique à ce peuple de France. Parce que tant qu'il est sur la pente descendante, là, il n'y aura pas d'espoir. Driss Ghali, vous faites une description assez intéressante du peuple immigré, bien sûr, selon vos termes, et très original, parce que vous expliquez qu'ils ont en commun, et vous l'avez dit, un attrait pour l'islam, on le voit bien, mais aussi un appétit non dissimulé pour la culture américaine. Vous avez dit, ben voilà, Nike, vous dites dans l'ouvrage, ils écoutent Beyoncé dans leurs écouteurs. Et moi, je me disais, ben voilà, il y a une forme d'américanisation qui les touche tout autant que les jeunes Français dits de souche. Ah, vous dites, non, c'est pas exactement cela. C'est que pour eux, c'est aussi un contre-modèle de la culture française. Bien sûr. L'Amérique n'est pas l'ennemi de la France. L'Amérique est un rival de la France, sur tous les plans. Culturel, économique, civilisationnel, même religieux. Vous êtes catholique, ils sont protestants. Vous êtes laïque, ils sont encore attachés à la religion sur la place publique. Pour de nombreux immigrés, ce n'est même pas quelque chose de pensé, c'est spontané. Le recours à l'Amérique ou le recours à l'islam, c'est un moyen de dire non à la France. Parce qu'en France, il y a un certain malaise de certains immigrés, qui est le malaise qu'ils auraient ressenti en Chine, en Birmanie aussi. Je veux dire, être un étranger, c'est pas simple, et je suis un étranger professionnel. Donc c'est vrai qu'on a souvent envie de transformer la frustration, le mal-être, la mauvaise adaptation, en une hostilité envers ceux qui vous entourent. Et il y a aussi dans les États-Unis quelque chose qui est très facile à consommer. C'est Nike, Beyoncé, la violence, le ghetto qui est ethnique, qui est interdit à l'asiatique ou au blanc. C'est beaucoup plus facile que d'assimiler Dubélé, Rabelais. Voilà, c'est le problème des États-Unis. Les États-Unis, dans ce qu'ils projettent à l'extérieur, c'est du low cost, pour le bien et pour le mal. C'est-à-dire la violence, c'est low cost. N'importe qui peut prendre une batte de baseball et tuer quelqu'un sur la base de la race. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Et Beyoncé, c'est du low cost. Ce sont des mélodies très faciles. C'est beaucoup plus facile de faire de la Martine ou faire du Molière. Et se l'approprier. Je veux dire, on est dans Kalsoum. Ou du Kalsoum, bien sûr. C'est même aussi plus dur que... C'est-à-dire qu'ils pourraient se retourner vers aussi la culture des pays du Maghreb. Par exemple, il y a une culture... Et non, ils vont le chercher aux États-Unis. Et donc, vous dites non, ce n'est pas un motif d'assimilation ou d'intégration, c'est plutôt un motif de rejet. C'est ça qui m'inquiète. On dit tout le temps, c'est une femme, elle est voilée, mais elle est au McDo. Finalement, elle est déjà comme les jeunes Français. C'est deux refus à la France. D'ailleurs, vous voyez, les gens cumulent l'islamisme ou le retour aux sources musulmanes ou africaines, mais plus musulmanes, et l'américanisation. Vous avez des rappeurs de banlieue qui sont à la fois musulmans, selon eux, mais je pense qu'ils sont sincères. Ils se réclament de l'islam. Et en plus, ils chantent « Nique ta mère ». Ce qui, normalement, dans l'islam, est impossible. Enfin, dans n'importe quelle religion. C'est un compromis. C'est pas un compromis. C'est un paradoxe qui est bien assumé. Parce qu'au fond, c'est dire « merde à la France ». Au fait, ce qu'ils disent,
par leur islam et par leur américanisation, c'est merde à la France. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire merde à la France dès lors que vous dites vous-même qu'il y a un dernier renoncement, c'est celui du génie français? Vous dites, on dirait que la matière humaine a été modifiée, que l'ADN a été dégradé, c'est la grande décompétence. Est-ce qu'on peut se rattacher à cela finalement? On peut les comprendre. Ben, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, au fait, là vous arrivez à la conséquence d'un mal qui est ce que j'appelle la banalisation de la France et des Français, c'est-à-dire qu'on est passé d'un peuple d'élite qui promouvait la méritocratie et l'excellence, on est passé à un peuple de gens qui disent, bah, écoutez, les maths c'est compliqué, les maths c'est blanc, l'égalité c'est mieux que les notes, on ne donne plus de notes, le bac on le donne à tout le monde. Eh bien, il y a un grand déclassement de la France, un grand déclassement de notre école, un grand déclassement de nos fonctionnaires, parce que si on forme des mauvais bacheliers, on a des mauvais fonctionnaires, des petits, moyens et hauts fonctionnaires. On le voit aujourd'hui dans l'hôpital, tout ça, on n'arrive plus à faire tourner les choses. Et ce n'est pas l'argent qui manque. Et donc, vous avez aujourd'hui des immigrés qui, déjà, ils viennent de cultures extrêmement antagoniques à la France, notamment du monde méditerranéen musulman, surtout musulman. L'Afrique, il n'y a pas de conflit avec la France. Il y a une énorme distance culturelle, mais il n'y a pas eu 1400 ans de confrontation en Méditerranée entre les Sénégalais et les Français. Vous vous êtes connus hier ou avant-hier. Donc il y a peut-être encore, c'est plus facile. Et donc, on demande à ces gens-là de s'assimiler au Titanic, à un naufrage. C'est difficile, hein. C'est difficile. Il y a de moins en moins de récompenses ou d'incitation à l'assimilation, qui n'est pas un sport facile, qui n'est pas un exercice facile. Vous dites, la France, elle a deux aspects aujourd'hui. Alors Mélenchon dit parle de créolisation. Vous dites, c'est la tropicalisation de la France et c'est donc la défrancisation de la société. Ce sont les deux mots que vous voyez principaux aujourd'hui. Non, ce que je dis que parce que tout le monde a peur de la guerre civile. Même les gens de gauche, ils savent qu'il y a un risque de guerre civile. C'est pour ça qu'ils deviennent de plus en plus, certains d'entre eux, pas tous, délirants et intolérants. Parce qu'ils veulent couper la langue, ils veulent couper la sonnette d'alarme. Plus on leur dit attention, il y aura la guerre civile, plus ils nous traitent de fascistes. Parce qu'ils ne veulent pas entendre le cri d'alarme. Mais ils savent très bien qu'il y a un problème. Moi, je dis qu'on pourrait avoir, en plus de la guerre civile, ou avant la guerre civile, ou à côté de la guerre civile, on pourrait avoir la tropicalisation de la France, c'est-à-dire la tiers-mondisation de l'homme blanc. Parce que nous avons tendance toujours à porter sur l'immigré tous les mots. Il s'islamise, il crée l'ensauvagement, il tiers-mondise, tout ça, d'accord. Mais vous avez aujourd'hui une lente dérive du français de souche qui renonce, on vient de le dire, à la méritocratie, qui renonce à l'excellence dans l'école, qui renonce à ce que l'État soit un État compétent, qui accepte qu'on se fasse enfumer par des politiciens qui lui disent tout et son contraire, et qui surtout, et c'est pour ça que je parle de tropicalisation, qui s'adapte à l'intolérable. Il s'adapte à l'insécurité, il s'adapte aux attentats, il s'adapte à la destruction des services publics. Au fait, vous devenez comme des Brésiliens ou des Mexicains, c'est-à-dire des Européens déclassés, ultra adaptés à une vie difficile. C'est peut-être ça que vous réserve le système. Plus de classe moyenne, un État cynique, un État voyou, mais qui coûte cher, qui prend des impôts, et des citoyens complètement obnubilés par la consommation, le sexe, hein, l'aspect carnavalesque du Brésil. On l'a aujourd'hui, hein, c'est Tinder, c'est le sexe partout, le porno, et la peur de la violence. Parce que plus vous avez peur de la violence, de la rue, du lynchage, hein, du mauvais regard, de l'agression gratuite, plus vous devenez un homme diminué, une femme diminuée. Et l'État a besoin de femmes diminuées et d'hommes diminués. Parce que quand il a face à lui des hommes nés de femmes qui préparent des hommes forts, il est impossible que l'État se comporte comme il se comporte aujourd'hui. Parlons de l'État. Vous dites d'Emmanuel Macron, il ne veut pas nous protéger, il préfère nous maltraiter. Pour Macron, nous sommes un peuple fini. Ah oui. Macron, il ne peut pas... Macron est né, est arrivé aujourd'hui parce que nous sommes déjà bien tropicalisés dans le sens nous sommes déjà une version dégradée de nous-mêmes. Vous avez quelques exemples. Aucune poursuite judiciaire dans le cas Alstom, aucune poursuite judiciaire dans le cas McKinsey, aucune poursuite dans le dossier du nucléaire où Macron a fait débrancher plusieurs centrales nucléaires. Macron n'existe que parce que nous sommes à genoux. Macron et tout son entourage. Et vous avez aujourd'hui ces gens-là, comme chez les rappeurs. Hein. D'ailleurs, vous avez la même idéologie chez nos chers rappeurs et dans la Macronie, c'est la haine de la France. Macron, comme des grands rappeurs français, ne vous souhaite pas joyeux Noël.
Il y a une haine de la France et une colère froide contre la France, et ce qui se traduit par la maltraitance. Parce que quand on vous maltraite, on vous déstabilise psychologiquement. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance, tout simplement? C'est je vous enlève l'hôpital, hein, tout simplement. Donc vous devez, je vous crée un problème. Quand je vous enlève l'hôpital public, parce que vous n'êtes pas vacciné, ou parce qu'il n'y a pas de médecin, ou parce que j'ai fait X, Y réforme avec les agences de santé, vous commencez, je vous crée un problème et je vous déstabilise parce que vous allez chercher une assurance privée. Vous allez avoir une dépense de plus. Vous devenez redevable au système. Avant, le Français, il défilait dans la rue pour un oui, pour un non. Parce qu'il pouvait dire merde à l'État. Il savait qu'il pouvait passer du chômage. Tout était donné par l'État dans un sens. Là, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de garder de l'argent sur eux pour pouvoir pallier à l'école publique qui n'existe pas, à l'hôpital public qui n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le confinement? C'est je vous détruis en tant qu'homme libre. Nous sommes nés pour respirer. Là, on ne nous a pas permis de respirer, de bouger pendant 2 ans. Qu'est-ce que c'est que le laxisme pénal? C'est vous détruire en tant qu'homme. Qu'est-ce qu'un père de famille qui n'arrive pas à protéger ses enfants? Qu'est-ce qu'un homme qui n'arrive pas à protéger sa femme? La légitime défense est impossible en France. C'est-à-dire vous avez une maltraitance d'État, bien sûr couverte par la diversité, le CO2, les patinettes électriques, les Vélib, mais derrière il y a une maltraitance d'État et d'ailleurs la repentance. Cette repentance, c'est une guerre psychologique. On vous dit toute la journée, vous êtes pollueur, vous êtes machiste, vous êtes fils de Pétain et vous êtes des descendants de génocidaires qui ont fait le Code noir. C'est une maltraitance qui ne s'assume pas. Et au moins dans les dictatures latino-américaines, les vraies, ou dans le monde arabe, le dictateur, il a un palais de la République et il s'assume dictateur. Il est en brodequin et en uniforme. Chez vous, vous avez une dictature qui diffuse, qui sent bon, qui a un berbe comme M. Clément Beaune ou Gabriel Attal, plutôt bien avec des bons costumes, et qui est même diversitaire, issu d'immigrés, hein, je pense à Sibeth Ndiaye, mais c'est une dictature quand même, c'est-à-dire qu'on vous détruit le moral toute la journée, mais avec les sourires et avec l'assentiment de l'ONU. Si on a le sentiment que la mort est réservée à un peuple fatigué, et ça on comprend ça, vous allez beaucoup plus loin en disant le peuple français ne peut pas être sauvé. Et je vous pose la question à partir de cela, Thais Ghali, à quoi bon continuer? À quoi bon continuer? Vous-même qui chérissez, vous le dites, ce sont vos termes, le souvenir d'une France princesse et que vous avez sous vos yeux, vous le dites encore, un punk à chien. Un peuple? Un punk à chien. Un punk à chien, oui, bien sûr. Bien sûr. La France a à quoi bon continuer? Si la France est un punk à chien. Je n'ai pas dit que la France ne peut pas être sauvée. J'ai dit ça? Je ne pense pas. Non, mais vous dites c'est un punk à chien, on n'a pas envie de sauver un punk à chien. Ah oui, bien sûr. C'est là. Faire l'aumône, mais bon. Bien sûr, mais là, il ne faut pas être arrogant. On peut avoir un diagnostic cruel par sa vérité, mais il ne faut pas se prendre pour le bon Dieu. On est dans un domaine de l'irrationnel, voire du religieux. La vie des nations n'est pas la vie des hommes. Il peut y avoir, d'une part, une renaissance, une refondation, un miracle. Le modèle, c'est l'Italie. Vous savez, quand vous allez à Rome, vous vivez dans des ruines sur lesquelles on a mis des palais. Il a bien fallu brûler le Colisée pour faire Rome aujourd'hui. Le Rome que nous voyons aujourd'hui, ce sont des ruines qui ont été ressuscitées. La Chine, qui aurait misé 1 centime sur la Chine il y a 100 ans? La Chine était dans un état pire que la France, elle était dépecée par les Anglais, les Britanniques, les Français, et tant de pays, les Japonais et autres. Donc il est interdit de désespérer, il ne faut pas être arrogant. On peut refaire une aventure française. Par contre, là où je n'en démords pas, on a passé un certain point de non-retour, c'est-à-dire que la France française, gauloise que nous avons connue avant, elle est derrière nous. Il faut attendre la page 232 sur 235 pages. Il faut attendre la page 232 pour en être persuadé qu'il y a un espoir. Et vous nous offrez 3 pistes rapidement. Hein. Une est l'acceptation. Bon, accepter, c'est la mort physique dans la réalité. Se révolter, ça c'est la mort sociale. Ou refaire la France ailleurs. C'est ça votre révolution? Votre révolution, c'est refaire la France ailleurs? C'est ça s'appelle les États-Unis. Hein. Quand il y a plusieurs Huguenots qui ont fait la France ailleurs, ça donne les États-Unis. Hein. C'est partir. C'est partir, mais on peut partir pour revenir. De Gaulle est parti, il est revenu. Saint-Exupéry est parti, il est revenu. Certains aristocrates, pendant la Révolution, sont partis, sont revenus. Moi, j'essaie de dire la vérité, parce que j'aime beaucoup la France. Je dis, on peut passer sa vie... soit on est De Gaulle ou Napoléon, et là, on fait ce qu'il faut faire, un travail prophétique, non seulement politique, mais de refondation, et on expose sa vie.
soit on sombre dans l'alcool et la dépression. Et je te propose une troisième voie pour ceux qui aiment la France et qui ne veulent pas des victimes. On peut faire la France ailleurs. Je connais des micro-France à Dubaï, en Chine, en Russie. La France est une civilisation. Nous, les Marocains, nous vivons la France comme une civilisation. Nous ne sommes pas français. Mais nous avons votre langue, nous chérissons vos valeurs. Parfois, elles ne nous conviennent pas. Mais je veux dire, on ne peut pas... Le problème chez certains patriotes français, c'est qu'ils veulent tout ou rien. Ils veulent la guerre civile, mais ils ne veulent pas la faire, parce que c'est facile de dire la guerre civile, il faut la faire. Ils veulent le retour à la France des années 60, mais ils ne veulent pas en tirer les conséquences en termes de revenir sur 40 ans d'immigration. C'est pas évident. Et ils ne veulent pas quitter l'Europe, mais ils critiquent Ursula von der Leyen. Donc, à un moment donné, il faut... comment dirais-je, sauver les meubles à un moment donné. Il faut sauver le foyer. Le feu de la France, même si demain, la France, il y a une guerre civile, tout est ravagé, la France restera dans nos cœurs. Et ce n'est pas la première fois que la France a failli disparaître. Mais il faut que vous gardiez absolument... ce que je veux dire, la cause française n'est pas une cause perdue. Mais devant nous, nous avons des sacrifices, il y a du sang et des larmes. Et ce n'est pas ma faute, nous payons la facture de 50 ans, à la fois de chamboulement démographique, c'est-à-dire d'immigration de masse, pour dire les choses très clairement, et de destruction de l'économie. Je parlais d'un ouvrage de lucidité, vous parlez d'un ouvrage de sincérité. Je vous invite à foncer, lire Français, ouvrez les yeux. Je crois qu'il y a beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à comprendre aussi, et pour se persuader qu'il y a donc un avenir dans notre société et notre civilisation. Merci Idriss Ghali. Merci à vous.